j'ai proposé le terme ou le concept d'agoraphobie politique d'une part et d'agoraphilie politique de l'autre. Quand je travaillais sur l'histoire du mot démocratie, j'essayais de saisir en fait la pensée antidémocratique des pères fondateurs des régimes électoraux en France, aux États-Unis et ailleurs. Et je commençais en fait un peu à m'empêtrer, à m'emmêler dans l'utilisation même du mot démocratie pour moi-même, puisque comme le sens du mot démocratie changeait au fil du temps, la notion d'antidémocratisme changeait aussi. Et donc, bref, j'étais pris moi-même dans le sens du mot. Et donc, je me suis dit, il faut trouver un autre concept pour éclairer ce que j'essaie de saisir. Et en fait, le nœud du problème pour les élites républicaines, ceux qu'on appelle les pères fondateurs, c'était la peur que le peuple s'assemble dans des espaces délibératifs, qu'ils soient formels ou informels, et qui commence à délibérer, en fait, à discuter des affaires communes. Et évidemment, à l'époque, 18e siècle, par exemple, ça faisait référence à la démocratie, donc ils étaient contre la démocratie. Mais donc, cette peur de voir le peuple assemblé dans des agoras, je me suis dit, tiens, on peut peut-être pirater, en fait, emprunter le terme à la psychologie, quoi. Donc, l'agoraphobie, c'est la peur du peuple assemblé à l'agora. Et du coup, ceux et celles qui aiment cette idée, ce seront les agoraphiles. Et donc, l'agoraphobie, c'est réellement une peur. En fait, c'est une peur politique. On le voit même dans les lois contre les rassemblements illégaux. La loi dit si on craint ou si on a peur que l'Assemblée dégénère en émeute ou en rassemblement tumultueux. Donc il y a vraiment cette idée de peur. Et déjà, si on remonte très loin à Platon, Platon associe l'instauration de la démocratie, donc du pouvoir du peuple, il l'associe à des massacres, en fait, à des émeutes, au chaos, massacre les riches, massacre les pauvres. Donc il y a vraiment quelque chose qui relève de la peur réelle, de la peur du conflit social, de la guerre civile, de l'émeute. Le peuple, dans le fond, est perçu comme une plèbe. Donc on a toujours peur que rapidement le peuple assemblé, le démos, disons, prenne la rue et se transforme en plèbe émeutière, du côté des élites et du côté des agoraphobes. Et donc, si on découpe, disons, plus précisément cette agoraphobie, elle a évidemment la prétention d'avoir un argumentaire rationnel pour expliquer ou justifier cette peur, cette crainte, et donc l'interdiction faite au peuple de s'assembler, souvent. On dira premièrement que le peuple, c'est une bête irrationnelle, c'est une bête purement passionnelle, et donc il est incapable de délibérer de manière rationnelle, raisonnable, c'est-à-dire d'identifier le bien commun et de saisir le bien commun et de faire la promotion du bien commun. Donc ça, c'est la première critique que les agoraphobes adressent au peuple assemblé, c'est qu'il devient une sorte de bête émotive, et donc incapable d'intelligence politique. À cette première critique s'arrime tout de suite une deuxième critique qu'on entend régulièrement depuis 2000 ans, 3000 ans. C'est que comme il est émotif, le peuple est facilement manipulable par un démagogue. Donc le démagogue, c'est le beau parleur, celui qui vient à l'Assemblée et qui flatte la vanité de la masse, ou qui essaye de prouver qu'il est là pour défendre ses intérêts, que lui sait vraiment ce qui est bon pour le peuple, que lui est capable de critiquer les élites, mais de proposer un nouveau régime. Donc ce démagogue est un problème qu'on identifie chez les agoraphobes depuis des centaines d'années. Et donc c'est un autre problème, c'est-à-dire c'est celui qui manipule l'Assemblée. Donc l'Assemblée du peuple est construite comme facilement manipulable parce qu'elle est émotive. Et puis ensuite on dira aussi que quand le peuple s'assemble, en fait, les gens viennent à l'Assemblée, à l'agora, toujours en portant leur petit intérêt particulier. Donc on leur reproche d'être égoïste, et donc l'Assemblée devient un rassemblement de factions, en fait. D'un côté les boulangers, de l'autre côté les campagnards, de l'autre côté les urbains, de l'autre côté les étudiants, etc., etc. Et que ces gens-là, en fait, ne sont pas capables de s'élever au-dessus de leurs intérêts particuliers, et ils ne sont que donc des factions qui viennent tirer leur part du gâteau. Et donc, évidemment, de ça peut découler le risque même, là, quand on anticipe le problème, qu'on extrapole le problème, on voit en fait dans l'agora une reconstitution
en miniature ou de manière un peu pacifiée d'une sorte de guerre civile latente dans la société pluraliste où il y a une différence, il y a une multiplicité d'intérêts. Et donc, je ne sais pas si vous voyez comme moi en fait l'enjeu, mais donc du coup, évidemment, les agoraphobes, leur conclusion, elle est simple, c'est il faut donc que le peuple il soit gouverné. Il faut qu'il soit gouverné par des gens qui, eux, seraient rationnels, raisonnables, comprendraient le sens commun, seraient capables d'identifier le sens commun et de le promouvoir, de le défendre, qui ne seraient pas des démagogues, c'est-à-dire de simples manipulateurs, mais vraiment des leaders éclairés, et qui ne seraient pas là pour défendre une faction, une classe ou un groupe d'intérêt, mais qui seraient vraiment au-dessus de la mêlée. Donc l'espèce de leader généreux, dévoué, mais aussi éclairé, sage, qui est là au-dessus de la mêlée. Et donc, du coup, on n'a plus besoin, en fait, nous, les gens du peuple, de s'assembler, de participer aux délibérations et de s'occuper de nos affaires, puisqu'il y a cette personne géniale ou ce groupe de personnes de génie qui vont s'occuper de nos affaires, mieux que nous. Donc ça, c'est pour l'agoraphobie politique. Et cette agoraphobie politique, on peut aussi la distinguer à l'époque moderne, mais là, je ne rentrerai pas dans les détails, ça serait trop long et compliqué, mais les agoraphobes vont aussi rajouter une couche, disons, de critique à l'égard du peuple en disant, à l'époque moderne, il y aurait en Occident, donc il y aurait ce problème supplémentaire, c'est-à-dire que les gens de toute façon sont individualistes, ils n'ont pas envie d'aller à l'Assemblée, et puis ensuite il y a le problème du sujet politique collectif, c'est la nation. Dans la modernité, le sujet politique souverain serait la nation, et cette nation, elle est, d'un point de vue géographique et démographique, simplement trop étendue et trop nombreuse pour pouvoir être assemblée dans une agora. Donc la modernité, en plus, serait une époque civilisationnelle, en fait, qui rendrait impossible ce qu'on pourrait appeler la démocratie directe, et qui viendrait donc valider, pour une raison de contexte historique, en fait, et culturel et civilisationnel, l'agoraphobie politique. Dans la modernité, on ne peut pas être agoraphile. Donc, j'en viens à l'agoraphilie politique, qui est donc l'autre qui est donc l'autre posture par rapport au peuple assemblé, qui est donc une posture, là, à l'inverse de sympathie envers le peuple assemblé, qui va évidemment complètement renverser les arguments de l'agoraphobie politique, et qui va dire qu'au contraire, en fait, ce qu'il faut pour le peuple, c'est qu'il puisse s'assembler dans des agoras formelles ou informelles pour prendre en main les affaires communes. Et qu'il en a la capacité, qu'il en a même une expérience des fois inconsciente, mais qu'il y a une tradition d'expérience de démocratie directe, et qu'il est tout à fait capable de se doter de procédures pour que ces délibérations soient les plus raisonnables possibles et les plus efficaces possibles, sans que ce soit évidemment jamais parfait, puisque aucun régime politique ne peut être parfait, puisque l'être humain est imparfait, donc notre politique est aussi toujours imparfaite d'une certaine manière. Mais bref, donc les agoraphiles diront, renversons donc les arguments de l'agoraphobie politique, et ils diront, en attaquant en fait ceux qui ont la prétention de gouverner le peuple, ils diront, mais en fait ce sont ceux qui s'érigent comme gouvernants, donc qu'ils soient tout seuls ou que ce soit une aristocratie héréditaire ou élue ou une monarchie ou etc. Ils diront, enfin ce sont eux qui se prétendent rationnels et raisonnables, qui sont animés par une immense passion, une immense émotion. Et quelle est-elle? C'est la passion évidemment du pouvoir, de la gloire. C'est une sorte d'arrogance, de se penser privilégié, parce qu'il faut bien le dire, pour arriver au sommet d'une hiérarchie politique, à la tête d'une communauté politique, il faut mettre beaucoup d'énergie, il faut être passionné, il faut vraiment vouloir être au sommet, parce que ça demande de l'énergie, et donc ça, c'est une émotion, une passion, en fait, qui les rend incapables de vraiment distinguer l'intérêt commun réel, le bien commun, puisqu'ils vont associer le bien commun à leur propre montée en puissance, leur propre prise du pouvoir, et qui sont même prêts à se battre pour conserver ce pouvoir, et même à la limite, dans les cas les plus graves, à éliminer des opposants, etc. Bref, on connaît l'histoire des élites politiques. Et donc les agoraphiles vont dire aux agoraphobes, c'est les membres de l'élite qui sont des êtres émotifs, passionnés, et en plus, une fois qu'ils sont là, au sommet, la situation s'empire parce qu'ils se gonflent, leur ego se gonfle, leur orgueil se gonfle, et ils ont une conception déformée de leur propre valeur et de la valeur des autres.
Ensuite, on se rappelle que les agoraphobes accusaient le peuple d'être victime de démagogues. En fait, ce que les agoraphiles disent, c'est toute personne qui est au sommet d'une communauté, au sommet d'une hiérarchie politique, qui dirige, qui a un poste de commandement, procède d'une manière ou d'une autre, de manière explicite ou implicite, à de la démagogie. Nos dirigeants vont toujours nous flatter, dire qu'ils sont là pour nous, qu'ils se sacrifient, qu'ils sont nos serviteurs, etc., etc. Ils vont être populistes, ils vont être... Et donc, et puis en plus, avec les techniques contemporaines de communication, il y a du marketing politique. Donc là, on a juste à voir les campagnes électorales. C'est vraiment un immense spectacle. Mais déjà, Cicéron, dans son petit manuel de l'électeur, donc à l'époque de la République romaine, déjà il disait, il donnait des conseils de mentir à l'électorat, etc., faire des promesses et tout. Donc bref, le dirigeant, quel qu'il soit, est par définition un démagogue. Donc l'argument des agoraphobes qui disent le peuple ne doit pas se gouverner tout seul parce que dans l'Assemblée il y aura des démagogues qui vont le manipuler, peut être écarté, puisqu'en fait quand on a une élite, on a nécessairement des gens qui essaient de nous manipuler. Et puis en fait la fameuse question des factions, donc le peuple qui s'assemble n'est qu'un regroupement, une amalgame de factions qui s'opposent les uns les autres pour tirer leur avantage sans vraiment être empathiques envers les autres. Là aussi les agoraphiles vont renverser l'argument des agoraphobes et vont simplement dire, en fait, quand il y a une élite gouvernante, il y a de facto deux factions, au moins deux factions dans une communauté, les gouvernants et les gouvernés, et donc l'argument des agoraphobes qu'il faut faire attention à l'émergence de factions dans une assemblée populaire, cet argument il est en fait discarté par leur proposition de créer une hiérarchie politique entre gouvernants et gouvernés, puisque là on a nécessairement un régime inégalitaire, puisqu'il y a des gens qui gouvernent et des gens qui sont gouvernés. Et en termes de factions, évidemment, ceux qui nous gouvernent sont nécessairement plus puissants. Ils ont plus de moyens pour défendre leurs intérêts et surtout ils ont des intérêts différents de ceux qu'ils gouvernent, même si évidemment, d'un point de vue démagogique, ils vont nous faire croire qu'ils défendent nos intérêts. En fait, les gouvernants ont des intérêts qui leur sont propres, sans compter qu'ils viennent généralement d'élites de classes privilégiées. On le sait dans les régimes électoraux contemporains, c'est souvent des notaires ou des avocats ou des journalistes. Au Québec, on a des médecins, des ex-policiers, etc. Bref, il n'y a pas beaucoup de chômeurs ou de ménagères, en fait, il n'y en a pas, dans les assemblées législatives. Mais sans même rentrer dans ce problème qui est en fait que ce sont des gouvernements qui sont composés de membres de classes économiques privilégiées, les gouvernants, par définition, ont des intérêts distincts. Évidemment, le premier intérêt, c'est dans la mesure du possible de se maintenir au pouvoir et de conserver leurs privilèges. Et pour ça, ils ont en fait toute une équipe qui est en fait l'État ou l'équipe politique du gouvernement, etc., qui est à leur service. Et puis enfin, le dernier argument, si je peux me permettre, le dernier argument qui est l'argument contextuel, historique, civilisationnel, c'est qu'à l'époque de la modernité occidentale, il y a le sujet qui est la nation. La nation ne peut pas s'assembler dans une agora. Et il y a l'individu qui est individualiste et qui ne s'intéresse pas aux affaires publiques. Cet argument historique, il est simplement contredit par les faits. C'est-à-dire que dans l'histoire de la modernité, en Europe, en Amérique du Nord et ailleurs, en fait, on a des exemples très réguliers de moments où, et en plus, quand il y a des crises politiques, c'est encore plus souvent le cas, mais où le peuple cherche à s'assembler, cherche des espaces, des agoras formels ou informels pour s'assembler, pour parler, pour discuter, pour délibérer, pour se donner en fait un espace d'où il peut agir politiquement. Et donc, on a évidemment des fois des organisations ou dans les mouvements sociaux une institutionnalisation de ces pratiques. Les syndicats ont leurs assemblées générales, les féministes ont leur groupe d'affinité et leurs assemblées, le mouvement altermondialiste a le forum social, etc. Donc, les mouvements sociaux organisent des espaces délibératifs, des agoras, mais le peuple va aussi le faire de manière, disons, plus désorganisée. Et là, évidemment, on peut penser dans les dernières années à toutes les expériences des indignés, d'Occupy, les occupations de fac dans les mouvements de grève en Grèce, en Angleterre, etc., les campements autogérés, les zones à défendre. Tout ça, c'est des agoras où les gens se rassemblent et délibèrent, et discutent et échangent et en fait essaient aussi de s'autogérer. Donc on voit bien que dans la modernité, il y a cette histoire
oublié finalement de la capacité du peuple à s'assembler dans des agoras et à délibérer. Et quand les agoraphobes disent dans la modernité, ça n'existe plus, c'était vrai dans la Grèce antique ou à Athènes, mais qu'aujourd'hui ce n'est plus possible parce que ce n'est pas ça que les gens veulent. C'est simplement oublier cette histoire concrète, mais encore peut-être plus grave, c'est oublier en fait toute la répression que les élites politiques déploient pour casser en fait les rassemblements populaires et même dans plusieurs cas pour les interdire tout simplement. Ça, au début de la modernité, pendant des siècles, en fait, le peuple n'a tout simplement pas le droit d'être rassemblé dans des espaces publics. Il est menacé de répression directe, d'arrestation, et des fois on distingue en fait des catégories. Donc en Amérique du Nord, par exemple, à l'époque de l'esclavagisme, les esclaves n'ont pas le droit d'être assemblés et de discuter d'affaires publiques entre eux. C'est une interdiction formelle. Après la Révolution française, les femmes vont se voir interdites de se rassembler à plus que 5 dans l'espace public. Les syndicats, pendant longtemps, sont interdits de délibérer, les membres d'une unité de production sont interdits de délibérer de leur propre travail. Donc, en fait, l'histoire de la modernité, c'est aussi une histoire donc, de l'agoraphobie, mais incarnée dans des lois imposées par les élites à la population, tout en disant du même souffle, mais en fait, vous n'avez plus vraiment envie de vous rassembler, vous n'avez plus vraiment envie de parler de politique, laissez-nous gérer vos affaires, votez pour nous à tous les 4 ans, et le reste du temps, vaquez à vos occupations, c'est-à-dire principalement faites-vous exploiter au travail.